Il existe, enfouie dans les pierres et les océans, une question que l'on n'ose presque jamais formuler. Et si notre espèce n'était pas la première à parcourir cette planète? La Terre a déjà connu des ères de splendeur et d'effondrement, des cycles qui dépassent de loin la mémoire humaine. Les continents se sont ouverts et refermés, les mers ont avalé des rivages entiers, et le temps a effacé des histoires que nous ne soupçonnons plus. Dans cette immensité silencieuse, les ruines de mondes oubliés pourraient-ils dormir sous nos pieds, dissimulés sous des couches de roches, d'eau et d'oubli. Chaque pierre déplacée, chaque anomalie géologique semble chuchoter une énigme. Avons-nous vraiment été les premiers? Sous la surface tranquille des continents, le temps ne s'écoule pas comme pour nous. Là où l'être humain mesure ses jours en battements de cœur, la Terre respire en millions d'années. Ses montagnes se lèvent puis s'effondrent, ses océans s'ouvrent et se referment, ses climats basculent d'un extrême à l'autre. Tout ce qui vit à sa surface est condamné à disparaître ou à se transformer, et pourtant, quelque chose subsiste toujours. Le silence des roches, mémoire muette d'événements qui dépassent en l'imagination humaine. Dans ce silence, certains croient apercevoir une question troublante. Et si, avant nous, d'autres civilisations avaient infoulé ce sol, d'autres intelligences avaient bâti des mondes aujourd'hui effacés? La géologie est à la fois une science et une énigme. Elle enregistre les bouleversements, les incendies cosmiques et les déluges terrestres. Elle conserve des archives, mais jamais dans leur intégralité. Des millions d'années peuvent disparaître dans une simple faille, des continents entiers s'érodent jusqu'à n'être plus qu'un soupçon de poussière dans les sédiments. Pour qui espère retrouver les traces d'une civilisation antérieure, cette imperfection est une malédiction. Car l'histoire de la Terre n'est pas un livre ordonné, c'est un manuscrit déchiré dont il ne reste que des fragments. Au cœur de cette idée se trouve ce que certains chercheurs appellent l'hypothèse silurienne. Non pas parce qu'elle remonterait nécessairement à l'époque géologique du Silurien, mais pour rappeler que si une société technologique avait existé il y a 100 millions d'années, il ne resterait probablement rien de tangible aujourd'hui. Les monuments s'effondrent, le métal s'oxyde, le verre se réduit en poussière. Même le plastique, si persistant à notre échelle, finirait par disparaître au fil des millions d'années, broyé par la chaleur, englouti par les océans, transformé en particules invisibles. Seules les pierres gardent une mémoire, mais une mémoire confuse, vulnérable aux caprices de la planète. Lorsque nous contemplons les couches géologiques, nous lisons une fresque incomplète. Fossiles incrustés dans la pierre, empreintes fugaces d'êtres disparus, traces chimiques de climats anciens. Chaque strate est un instant figé, mais toujours mutilé. Si une civilisation avait fleuri bien avant nous, ses vestiges seraient aujourd'hui indiscernables du reste des sédiments. Ces villes seraient d'un pourpre des poussières prises dans des roches métamorphiques. Ces bibliothèques seraient redevenues sable et sel. La terre aurait recouvert ses enfants d'oubli. Certains objectent l'absence de preuve et la preuve de l'absence. Pourtant, cette certitude se fissure lorsqu'on mesure l'ampleur du temps. Pensez à nos propres cités. Si l'humanité s'éteignait aujourd'hui, que resterait-il dans 100 000 ans? Dans 1 million? Dans 100 millions? Les gratte-ciels de verre et d'acier se seraient effondrés en moins de 10 000 ans. Les routes se seraient effacées sous la végétation. Les ponts auraient disparu dans les fleuves qu'ils tentaient de dompter. Dans 100 millions d'années, notre mémoire se réduirait peut-être à quelques anomalies chimiques, à la trace d'une combustion massive d'énergie fossile ou à la concentration étrange de certains métaux dans la croûte terrestre. Voilà tout. Notre monde, si vaste, si lourd de monuments et de savoirs, deviendrait un soupçon, une ombre. Alors, si nous-mêmes pourrions être effacés au point de devenir invisibles, pourquoi rejeter l'idée qu'un autre peuple ait pu connaître ce même destin avant nous? La géologie ne nie pas cette possibilité. Elle nous rappelle seulement que, si cela avait été, les preuves seraient trop rares, presque impossibles à discerner. L'oubli est sa loi. Mais le silence géologique n'est pas totalement vide. De temps en temps, il laisse échapper une énigme. Ici, une formation rocheuse qui semble façonnée par une main consciente. Là, un objet métallique dont l'âge supposé défie la chronologie admise. Ces anomalies ailées sont souvent rejetées comme des coïncidences, des illusions, des artefacts naturels mal compris. Mais leur existence, même marginale, entretient une brume d'incertitude. Chaque fois qu'on croit saisir une certitude absolue, la Terre rappelle que ses archives sont fragmentées, que sa mémoire est plus grande que nous. Le poids du silence géologique est une invitation à l'humilité. Il nous rappelle que notre propre passage n'est qu'un instant dans la respiration du monde. Nous nous croyons durables, mais nous ne sommes que des passagers.
Tout ce que nous bâtissons repose sur une surface instable, un sol qui s'ouvre, se brise, se recouvre. La Terre est patiente. Elle sait attendre. Et son oubli est plus puissant que nos mémoires. Ce silence pourtant attire notre regard. Nous scrutons les pierres, les fonds marins, les couches de sable fossile, dans l'espoir d'y lire plus que ce qui est écrit. Car au fond, cette question demeure suspendue. Avons-nous été les premiers à contempler les étoiles, ou sommes-nous les héritiers inconscients d'un monde effacé ? Ce doute, fragile mais persistant, nous accompagne comme une ombre, et c'est de cette ombre que naissent les premières légendes, les premières hypothèses. Car si les roches taisent leur vérité, les mythes humains semblent parfois vouloir la murmurer. Là se trouve la passerelle vers un autre territoire, celui des récits anciens qui parlent de civilisations disparues, englouties dans l'oubli, et qui résonnent étrangement avec ce que les pierres ne peuvent nous dire. Ainsi, de la froideur silencieuse des strates géologiques, nous passons au domaine plus fragile, mais non moins troublant, la mémoire des hommes. Car là où la roche se tait, les mythes chuchotent, et dans ces chuchotements pourrait se cacher une vérité enfouie. Lorsque l'on traverse l'épaisseur du temps humain, on découvre vite que notre mémoire collective est courte, étonnamment fragile. Les premiers écrits connus n'ont que quelques milliers d'années, une poussière insignifiante comparée aux millions, voire aux centaines de millions d'années qui composent la véritable chronologie de la Terre. Tout ce que nous savons de nos origines repose sur une poignée de vestiges, quelques tablettes, des outils de pierre, des traces de villages enfouis dans la poussière. Pourtant, au-delà de cette mémoire limitée, une autre question se glisse. Que s'est-il passé avant ? Quelles histoires ont été englouties, perdues, dissoutes dans l'oubli ? Il existe des traditions orales portées par les peuples anciens qui parlent de mondes disparus. Des récits d'âges antérieurs où des sociétés entières auraient et prospéré avant d'être effacées par le feu, l'eau ou le temps. Ces récits, souvent traités comme des mythes, trouvent un étrange écho dans les découvertes archéologiques. Les civilisations que nous connaissons aujourd'hui, Sumériens, Égyptiens, Mayas, Harapéens, surgissent tantôt déjà étonnamment complexes, comme si elles n'étaient pas les premières, mais les héritières de savoirs plus anciens. On y retrouve des systèmes d'écriture déjà élaborés, des architectures impressionnantes, une organisation sociale qui ne semble pas avoir émergé lentement, mais avoir été transmise comme un héritage invisible. L'un des exemples les plus troublants est celui de l'Égypte ancienne. Ces premières dynasties surgissent en presque d'un seul coup, avec une maîtrise de l'ingénierie, de l'astronomie et de l'administration qui paraît disproportionnée pour une civilisation dite naissante. Certains chercheurs ont avancé que ces savoirs auraient pu être l'écho d'une tradition encore plus ancienne, perdue dans le temps. Une tradition transmise à travers des générations de survivants d'un monde oublié. Plus à l'est, les mythes de la civilisation indienne évoquent des cycles d'âge, des ères entières où les hommes vivaient différemment, connaissaient des puissances et des technologies aujourd'hui inconcevables. Ces cycles décrits dans les textes védiques couvrent des millions d'années. Ils parlent de peuples qui ont disparu, non pas par manque d'intelligence, mais parce que leur temps était révolu. Là encore, l'histoire officielle relègue ces récits au rang de mythologie, mais leur profondeur temporelle nous trouble. Comment des sociétés anciennes auraient-elles imaginé des chronologies si vastes, si ce n'est en gardant le souvenir lointain d'époques effacées ? En Amérique centrale, les Mayas et les Aztèques ont transmis des légendes semblables. Ils parlaient de mondes successifs, créés puis détruits par des forces cosmiques ou terrestres. Chaque monde, disait-on-il, avait vu la naissance et la chute d'humanités différentes. La nôtre ne serait que la dernière version, vouée elle aussi à disparaître. Ces récits s'accordent étrangement avec le sentiment que nous offre la géologie, celui d'une terre en perpétuel renouvellement, prête à effacer sans effort tout ce qui la peuple. Le continent disparu de l'Atlantide, évoqué par Platon, s'inscrit dans ce même horizon. Était-ce un simple récit allégorique destiné à dénoncer l'orgueil humain ? Ou bien l'écho d'une mémoire plus ancienne, celle d'une civilisation engloutie par la mer à la suite d'un cataclysme ? La question reste ouverte, et c'est précisément cette ouverture qui entretient le doute. Car les récits de terres perdues, de peuples disparus, de civilisations anéanties, ne se trouvent pas seulement dans une culture, mais dans presque toutes. Les peuples du Pacifique parlent de continents engloutis, comme Mu ou Lemuria. Les traditions africaines, quant à elles, évoquent parfois des royaumes oubliés, réduits à néant par la colère des dieux ou par des catastrophes naturelles. Partout, les récits se ressemblent, comme s'ils étaient les fragments dispersés d'une même mémoire brisée.
Ce qui trouble, c'est que ces mythes coïncident même parfois avec des traces archéologiques qui défient la chronologie classique. Des sites comme Göbekli Tepe, en Turquie, révèlent une sophistication architecturale remontant à plus de 10 000 ans, bien avant ce que l'on croyait possible pour des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Là encore, la question surgit. Cette construction monumentale est-elle l'œuvre d'un peuple isolé d'une rare ingéniosité, ou le vestige d'un savoir beaucoup plus ancien, préservé au fil des générations? Il en va de même pour certaines cartes anciennes, comme la fameuse carte de Piri Reis, qui semble représenter des continents avec une précision surprenante bien avant les explorations modernes. Comment expliquer de telles anomalies? Erreur de lecture, coïncidence ou trace ténue d'un savoir hérité d'une époque que nous n'osons pas imaginer. Si nous acceptons l'idée que notre mémoire collective n'est qu'un fragment, alors il devient possible que des civilisations aient existé avant la nôtre et que leurs souvenirs aient été transmis sous la forme de mythes, de traditions, d'énigmes. Les ruines que nous découvrons aujourd'hui ne seraient en peut-être que la surface visible d'un passé beaucoup plus profond. Un passé où l'humanité, ou une autre forme d'intelligence terrestre, aurait connu ses propres âges d'or et ses propres chutes. La perspective est vertigineuse. Elle nous place face à une double perte. D'une part, la perte matérielle, ces civilisations auraient été englouties, réduites en poussière par le temps. D'autre part, la perte mémorielle. Ce qui reste de leur existence est à peine perceptible, voilé dans des récits symboliques que nous avons trop vite relégués au domaine de l'imaginaire. Et pourtant, il y a dans ces mythes une constance troublante, comme si l'humanité entière, malgré ses distances culturelles et géographiques, avait gardé l'écho d'un même effondrement. Un souvenir universel d'un monde d'avant, transmis comme une cicatrice invisible dans la conscience collective. Ce passage de la mémoire perdue à la mémoire transmise nous invite à reconsidérer nos certitudes. Peut-être que ce que nous appelons début de la civilisation n'est en réalité qu'une renaissance, une réorganisation à partir des débris d'un monde effacé. L'étonnante rapidité avec laquelle les premières cultures historiques ont atteint une complexité remarquable prendrait alors un autre sens. Elles n'auraient pas inventé tout cela de rien, mais ce serait appuyé sur des réminiscences, des fragments de savoir, des souvenirs devenus mythes. Ainsi, l'idée que nous ne soyons pas les premiers ne repose pas uniquement sur des spéculations géologiques ou sur des hypothèses scientifiques. Elle trouve aussi un ancrage dans les récits humains, dans cette mémoire diffuse qui traverse les continents et les âges. Ce tissu fragile de légende pourrait être la dernière trace d'un passé englouti. Alors, si les civilisations avant la mémoire ont vraiment existé, où sont leurs pierres, leurs objets, leurs traces tangibles? Peut-être sont-elles là, sous nos pieds, mal reconnues, ou dissimulées dans les profondeurs des océans. Peut-être aussi que certaines découvertes isolées, jugées trop étranges pour être admises, en sont les témoins involontaires. Car les mythes, même s'ils s'habillent en mine de symboles, laissent entrevoir un noyau de vérité. C'est vers ces vestiges insolites, ces pierres impossibles et ces ruines qui ne devraient pas exister que nous allons maintenant tourner notre regard. Car si la mémoire humaine vacille, la matière, elle, conserve parfois des secrets que le temps n'a pas totalement effacés. Parfois, dans le tissu apparemment solide de l'histoire, se glissent des anomalies. Elles apparaissent comme de minuscules fissures dans la chronologie admise, des fragments de pierre ou de métal qui semblent n'avoir aucune place dans le récit officiel. L'archéologie, discipline patiente et rigoureuse, tente de les classer, de les expliquer, de les écarter parfois. Mais ces vestiges demeurent, étranges et persistants, comme s'ils murmuraient une vérité oubliée. Et dans ce murmure, une question s'installe. Et si l'histoire que nous croyons connaître n'était qu'un fragment, soigneusement ordonné, d'une réalité beaucoup plus vaste? Les sites mégalithiques sont parmi les plus célèbres de ces énigmes. À Baalbek, au Liban, reposent des blocs de pierre d'une taille démesurée, certains pesant des centaines de tonnes. Les fondations du temple de Jupiter, en particulier, défient l'entendement. Comment, dans l'Antiquité, aurait-on pu extraire, transporter et placer ces colosses minéraux avec une telle précision? Les archéologues proposent à compte des hypothèses techniques, des systèmes de rampes, de cordages, de leviers. Mais aucune démonstration complète n'a jamais été produite. Ce silence technique laisse la place à l'étrange impression qu'il y eut là un savoir perdu, une maîtrise disparue avec le temps. De l'autre côté de l'océan, en Amérique du Sud, les ruines de Pumapunku, en Bolivie, présentent le même vertige. Les blocs de pierre, taillés avec une précision millimétrique, s'emboîtent comme les pièces d'un mécanisme.
Les coupes sont si nettes qu'elles évoquent l'usage d'outils dont nous ne soupçonnions pas l'existence dans ces époques reculées. Les bâtisseurs de ces structures n'ont laissé aucune trace écrite de leur méthode. Tout ce qui demeure, ce sont les pierres elles-mêmes, immobiles et muettes, mais portant l'empreinte d'un savoir-faire qui dépasse nos attentes. Plus au nord, à Teotihuacan, la cité des dieux s'étend sur un plan géométrique qui semble avoir été conçu avec une connaissance fine de l'astronomie. Ces pyramides, ces avenues, ces alignements correspondent à des phénomènes célestes, et pourtant l'identité des bâtisseurs reste mystérieuse. Lorsque les Aztèques découvrirent les ruines, la cité était déjà abandonnée depuis longtemps. Ils l'appelèrent le lieu où les hommes deviennent dieux, comme si eux-mêmes pressentaient qu'elle appartenait à une époque antérieure, perdue. Ces vestiges monumentaux ne sont pas les seuls à troubler. Il existe aussi des objets isolés, découverts hors de leur contexte, et qui posent dans le temps la question de leur authenticité. Des sphères métalliques parfaitement lisses ont été retrouvées dans des mines, enchâssées dans des couches de roches supposées dater de millions d'années. Officiellement, ces découvertes sont attribuées à des phénomènes naturels, des formations minérales inhabituelles. Mais certains y voient dans les vestiges d'un artisanat ancien, l'écho d'une technologie oubliée. Dans le même esprit, des outils de pierre ou de métal ont parfois été découverts à des profondeurs où ils ne devraient pas se trouver. Leur présence dans des strates vieilles de centaines de milliers d'années défie la chronologie classique de l'évolution humaine. Ces cas sont souvent rejetés comme erreurs d'interprétation, mais leur accumulation, au fil des décennies, laisse une impression persistante. Et si, de temps à autre, la Terre laissait échapper un fragment d'un monde plus ancien, un fragment que nous ne savons pas lire, les cartographies anciennes participent aussi à ce mystère. Certaines, comme la carte de Piri Reis, semblent représenter des régions avec une précision étonnante, notamment les côtes de l'Antarctique, bien avant leur découverte officielle. Ces anomalies cartographiques alimentent l'idée que des peuples disparus auraient eu une connaissance du globe plus avancée qu'on ne l'imagine. Là encore, l'explication rationnelle existe. Accumulation de cartes plus anciennes, transmission indirecte de savoir. Mais la question persiste. D'où venait ce savoir si les civilisations censées le produire n'existaient pas encore? Il y a aussi ces structures sous-marines qui défient la logique. Au large de Yonaguni, au Japon, une série de formations rocheuses semble dessiner des terrasses, des escaliers, des angles droits. Les géologues hésitent. S'agit-il de formations naturelles, sculptées par l'érosion, ou bien des restes engloutis d'une cité ancienne? L'eau, dans son silence, protège le mystère. D'autres sites, en Méditerranée, au large de l'Inde ou des Bahamas, laissent deviner des murs et des alignements engloutis. Partout, Mansatwiloa, la mer semble recouvrir des secrets que nous n'avons pas encore su dévoiler. Ce qui frappe dans ces vestiges, c'est leur caractère fragmentaire. Aucune preuve définitive, mais une multitude de signes. Pris isolément, chacun peut être écarté, expliqué, minimisé. Mais ensemble, ils forment une constellation troublante. Comme si la Terre, malgré son oubli, laissait échapper de temps en temps une pierre, une trace, un indice. Pas assez pour reconstituer une histoire claire, mais suffisamment pour entretenir le doute. Pourtant, l'archéologie officielle reste prudente. Elle cherche des certitudes, des preuves solides et non des intuitions. Son rôle n'est pas de spéculer, mais de démontrer. C'est pourquoi ces vestiges qui défient le récit établi sont souvent relégués aux marges. Ils alimentent les récits alternatifs, les hypothèses audacieuses, mais rarement les manuels. Cependant, leur simple existence nous rappelle que l'histoire n'est peut-être pas aussi linéaire, ni aussi simple que nous aimons le croire. Les pierres de Baalbek, les blocs de Puma Punku, les cités englouties, les objets impossibles, tous se dressent comme des énigmes muettes. Ils ne crient pas une vérité, mais chuchotent une possibilité. Ils nous disent que nous ne savons pas tout, que le passé est un territoire plus vaste que nos certitudes. Ainsi, face à ces vestiges, nous sommes placés devant une alternative. Soit les considérer comme des coïncidences, des accidents de l'histoire ou de la nature, soit accepter qu'ils puissent être les survivances d'un monde plus ancien, d'une civilisation dont la mémoire s'est dissoute dans le silence des millénaires. Dans les deux cas, une impression demeure. L'histoire est plus mystérieuse que ce que l'on croit. Et ce mystère nous mène naturellement vers un autre territoire, celui des pierres dites impossibles, des murs cyclopéens et des constructions qui définissent même les lois de la logique humaine. Car si certains vestiges laissent entrevoir des techniques oubliées, d'autres semblent carrément appartenir à un autre ordre,
comme si leurs bâtisseurs venaient d'un monde que nous ne pouvons plus comprendre. Il existe à travers le monde des murailles qui ne ressemblent à aucune autre, des assemblages de blocs gigantesques taillés avec une précision qui confond l'esprit et dont les origines se perdent dans le brouillard des âges. On les appelle murs cyclopéens, comme si leur démesure ne pouvait être attribuée qu'à des créatures mythiques. Devant ces structures, la pensée chancelle. Comment des sociétés réputées primitives auraient-elles pu déplacer, ajuster et hisser ces pierres colossales ? Comment auraient-elles acquis une maîtrise technique que nous peinons encore à comprendre aujourd'hui ? Au Pérou, la forteresse de Sacsayhuaman domine la ville de Cusco. Ces murailles sont composées de blocs de plusieurs dizaines de tonnes, parfaitement imbriqués les uns dans les autres sans mortier, comme si la pierre elle-même avait été moulée. Les jointures sont si précises que l'on ne peut y glisser la lame d'un couteau. Certaines pierres présentent jusqu'à 12 angles différents, ajustés avec une exactitude qui défie l'imagination. Ces murs semblent défier le temps et les tremblements de terre. Depuis des siècles, les chercheurs s'interrogent: comment les anciens bâtisseurs ont-ils pu accomplir un tel exploit ? Les théories abondent, mais aucune n'apporte une explication complète. Non loin de là, à Ollantaytambo, d'immenses blocs de granit rouge se dressent, déplacés depuis des carrières situées à plusieurs kilomètres. Leur transport aurait nécessité une logistique et une force surhumaine. Et pourtant ils sont là, témoins d'un savoir-faire perdu. Les Incas eux-mêmes, pourtant maîtres bâtisseurs, affirmaient avoir hérité ces murs d'un peuple plus ancien, dont ils ne savaient presque rien. Comme si même dans leur mémoire, ces constructions appartenaient déjà à une époque engloutie. De l'autre côté de l'océan, en Méditerranée, la même énigme se répète. À Mycène et Tirynthe, en Grèce, et les Aïnmites, les murs cyclopéens s'élèvent encore, formés de blocs gigantesques, assemblés avec une rigueur que l'on ne retrouve pas dans les constructions postérieures. Les Grecs, fascinés par cette architecture colossale, l'attribuèrent aux Cyclopes, êtres de légende. Leur mémoire collective reconnaissait déjà l'étrangeté de ces murs, leur caractère hors du commun. Au Liban, à Baalbek, les fondations du temple de Jupiter sont constituées de mégalithes d'une taille encore plus déconcertante. Le Triliton, 3 blocs immenses, pèse chacun près de 1000 tonnes. Juste au-delà, une pierre encore plus colossale, inachevée dans sa carrière, repose comme un défi à notre compréhension. Quelle technologie, quel savoir aurait permis de déplacer et d'ériger de telles masses ? Les explications proposées demeurent fragiles et souvent insatisfaisantes. Le mystère ne réside pas seulement dans la taille des pierres, mais dans leur ajustement. Beaucoup de ces murs présentent une précision qui semble incompatible avec des outils rudimentaires. Les surfaces de contact sont polies, ajustées, parfois légèrement convexes ou concaves pour s'emboîter parfaitement. Cette technique qui assure une stabilité exceptionnelle laisse deviner une maîtrise de la géométrie et de la taille de la pierre qui dépasse ce que nous attribuons généralement à ces peuples. Certains chercheurs avancent que ces murs témoignent d'un savoir-faire empirique, accumulé au fil des siècles, perfectionné par la nécessité. D'autres y voient les traces d'une tradition plus ancienne, héritée d'un monde antérieur dont nous aurions perdu la mémoire. Car ces murs semblent appartenir à un ordre différent. Ils se dressent comme les vestiges d'un âge oublié, où l'humanité, ou peut-être une autre intelligence terrestre, manipulait la matière d'une manière qui nous échappe. Ce qui trouble encore davantage, c'est la répartition de ces constructions. Elles se retrouvent sur plusieurs continents, séparées par des océans, comme si elles obéissaient à une logique commune. Au Japon, les murailles anciennes présentent parfois des similitudes avec celles du Pérou. En Égypte, les temples de la vallée de Gizeh montrent des blocs massifs, parfaitement ajustés, qui rappellent les mêmes techniques. Partout, des pierres immenses, travaillées avec une précision qui défie l'entendement, se dressent comme les vestiges d'un langage perdu. Ces murs ne sont pas seulement des prouesses techniques, ils semblent porteurs d'un symbolisme mystérieux. Leur démesure pourrait avoir été voulue, comme si les bâtisseurs avaient cherché à défier le temps, à inscrire leur mémoire dans la pierre, au-delà de toute érosion, au-delà de tout oubli. Peut-être savaient-ils que leur monde était voué à disparaître et que la seule trace durable serait une architecture trop massive pour être effacée. Dans ce cas, les murs cyclopéens ne seraient pas seulement des fortifications, mais des messages silencieux, adressés à des héritiers qu'ils ne connaissaient trop pas. La nature même de ces constructions nourrit le doute. Leur fonction exacte est souvent incertaine. Étaient-ce des temples, des forteresses, des lieux rituels, ou tout cela à la fois ?
Leur présence évoque parfois un rôle qui dépasse la simple utilité militaire ou religieuse. Elle semble conçue pour impressionner, pour inspirer une crainte ou une révérence qui va au-delà de la pratique quotidienne. Elle témoigne d'un rapport au monde, à la pierre, au temps, que nous avons perdu. Face à ces murs, nous sommes confrontés à un paradoxe. D'un côté, la science tente d'expliquer, de réduire l'énigme à des hypothèses de pratique. De l'autre, les pierres, elles-mêmes, continuent d'imposer leur silence. Elles refusent de livrer leurs secrets, comme si elles appartenaient à une logique étrangère à la nôtre. Et ce silence nourrit l'idée que, peut-être, elles sont les survivances d'un monde plus ancien, dont nous n'avons gardé que ces traces immobiles. Les murs cyclopéens ne sont pas les seuls vestiges à troubler nos certitudes. D'autres objets, plus discrets mais tout aussi troublants, semblent évoquer l'existence d'un savoir oublié. Des cartes anciennes, des sculptures, des fragments d'outils, tous nourrissent le doute. Ensemble, ils composent un tableau fragmenté, un puzzle dont il manque les pièces essentielles. Ainsi, derrière les pierres impossibles et les murailles colossales, une autre question surgit. Si ces structures sont vraiment les restes d'un savoir antérieur, qu'est-il advenu de ceux qui les ont bâtis? Qu'est-ce qui a effacé leur mémoire, ne laissant que ces blocs de pierre comme témoignage? La réponse se trouve peut-être dans les océans, qui recouvrent une grande partie des terres anciennes, car si les murs cyclopéens défient le temps, les flots, eux, sont des tombeaux bien plus impitoyables. De nombreuses civilisations, si elles ont existé, pourraient endormir encore sous les eaux, leurs cités englouties par les marées et les séismes. C'est vers ces tombeaux liquides, vers ces mystères engloutis, que nous devons maintenant tourner notre regard. Depuis des siècles, certaines cartes anciennes hantent l'imagination des chercheurs. Elles semblent contenir un savoir qui ne devrait pas avoir été accessible aux peuples qui les ont dessinées. Ces fragments de papier ou de parchemin, souvent usés, parfois incomplets, portent des côtes, des montagnes, des rivages tracés avec une précision troublante, comme si des mains anonymes avaient hérité de connaissances venues d'un passé plus profond ou peut-être d'un monde effacé dont nous n'avons gardé que ses échos. Ces cartes ne sont pas seulement des instruments de navigation, elles sont des fenêtres entr'ouvertes sur une mémoire qui dépasse la nôtre. La plus célèbre de ces énigmes est sans doute la carte de Piri Reis, réalisée en 1513 par un amiral ottoman. À première vue, elle représente les côtes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Amérique du Sud, telles que les navigateurs les connaissaient à l'époque. Mais ce qui trouble, c'est la portion sud, une étendue de terre qui ressemble étrangement à l'Antarctique, non pas tel que nous le voyons aujourd'hui, recouvert de glace, mais tel qu'il aurait été s'il était libre de son manteau gelé. Comment un cartographe du XVIe siècle aurait-il pu dessiner des rivages dissimulés sous plusieurs kilomètres de glace depuis des millénaires? Certains avancent que cette précision est le fruit du hasard, une simple erreur de copie ou de projection. Mais d'autres n'y voient la preuve que Piri Reis n'a pas inventé cette partie de sa carte. Lui-même affirmait avoir compilé des sources beaucoup plus anciennes, héritées de marins dont les cartes s'étaient transmises à travers les siècles. Si tel était le cas, qui étaient ces anciens navigateurs capables de cartographier des territoires inaccessibles? La carte d'Oronce Fine, publiée en 1531, renforce encore ce mystère. Elle aussi représente un continent austral aux proportions étonnamment proches de l'Antarctique. D'autres cartes du même siècle, comme celle de Mercator, évoquent des terres polaires avec un détail qui défie la logique historique. Comment expliquer que plusieurs cartographes aient dessiné des régions qu'aucun navire européen n'avait encore pu atteindre? Ces concordances semblent indiquer qu'ils puisaient tantôt dans un réservoir de connaissances plus anciennes, aujourd'hui perdues. Au-delà de l'Antarctique, d'autres anomalies apparaissent. Certaines cartes anciennes montrent les côtes de l'Amérique avec une précision surprenante, avant même que ces rivages n'aient été officiellement explorés. Des détails sur la forme de certaines îles, des proportions exactes de baies ou de caps, suggèrent une expérience directe de ces territoires. Or, les peuples qui auraient pu fournir ces informations semblent absents de nos manuels d'histoire. Les défenseurs de la thèse d'un savoir ancien avancent une hypothèse vertigineuse. Ces cartes seraient les survivances d'une cartographie mondiale élaborée par une civilisation disparue, une civilisation qui aurait sillonné les océans bien avant les explorateurs connus. Les cartes médiévales et de la Renaissance ne seraient que des copies lointaines, des fragments d'un atlas originel dont nous n'avons plus la trace. Un autre mystère entoure les fameuses portulans, cartes marines d'une précision extraordinaire apparues en Méditerranée au XIIIe siècle.
Leur tracé des côtes européennes et nord-africaines semble si exact qu'ils étonnent encore les spécialistes. Or, leur niveau de précision géographique ne devrait pas avoir été atteint avant l'invention de la navigation astronomique avancée. Là encore, une question se pose. Ces portulans ont-ils été élaborés à partir d'observations patientes ou bien hérités d'un savoir plus ancien, transmis en secret? Il existe aussi des cartes plus étranges encore, comme celle d'Hadji Ahmed au XVIe siècle, qui représente un monde où l'Amérique du Nord et du Sud sont reliées à l'Asie par une bande de terre. Certains y voient une déformation, d'autres une réminiscence des anciens continents disparus, ou encore un souvenir lointain des périodes glaciaires où les continents étaient reliés par des ponts terrestres. Ce qui rend ces cartes fascinantes, ce n'est pas seulement leur contenu, mais leur constance. Elles apparaissent dans des cultures différentes, à des époques variées, comme des fragments d'un même héritage. On dirait que sous la surface des archives humaines circule une mémoire souterraine. Cette mémoire ne se manifeste que par des bribes. Un rivage dessiné trop tôt, un continent suggéré avant l'heure, un détail conforme à une réalité invisible. Les sceptiques, bien sûr, rappellent que les erreurs sont fréquentes dans les anciennes cartes. Les déformations, les proportions approximatives, les fantaisies symboliques étaient monnaie crainte courante. Mais il reste troublant que certaines erreurs se révèlent et seront parfois conformes à des réalités que les cartographes ne pouvaient pas connaître. Comme si le hasard seul n'expliquait pas tout. L'idée que ces cartes témoignent d'un savoir oublié ouvre des perspectives vertigineuses. Elle suggère qu'une civilisation, ou peut-être plusieurs, aurait possédé une connaissance du globe bien avant nous. Non seulement une connaissance géographique, mais aussi la capacité technique de naviguer sur de longues distances, de mesurer, de représenter. Cela supposerait des navires robustes, des instruments de mesure, une organisation sociale capable de soutenir de telles entreprises. Autant d'éléments que nous associons à l'époque moderne, mais qui pourraient avoir existé dans un passé beaucoup plus lointain. Peut-être que ces cartes sont tout ce qui nous reste de cet héritage, des fragments transcrits, copiés, transformés au fil des siècles, perdant peu à peu leur contexte originel. Peut-être que les cartographes médiévaux et de la Renaissance ignoraient eux-mêmes l'origine véritable de ces connaissances. Ils recopient, compilent, transmettent, sans savoir qu'ils portent entre leurs mains les vestiges d'un savoir bien plus ancien que leur propre civilisation. Il est possible aussi que ces cartes nous invitent à voir la Terre autrement. Elles rappellent que notre monde a changé, que ses rivages ne sont pas immuables. Les océans montent et descendent, les glaces avancent et reculent, les continents se métamorphosent. Une carte qui nous semble impossible aujourd'hui pourrait avoir été fidèle dans un passé oublié, à une époque où le visage du globe n'était pas encore celui que nous connaissons. Dans cette perspective, les cartes anciennes deviennent des archives géologiques autant que historiques. Elles seraient les témoins involontaires d'un monde disparu dont la mémoire ne subsiste que sous la forme de lignes tracées à l'encre sur du parchemin. Une mémoire fragile qui défie notre compréhension. Ces anomalies cartographiques nourrissent un sentiment étrange, celui que, derrière la surface visible de l'histoire, une autre histoire demeure enfouie, prête à surgir par éclats. Et c'est peut-être là leur véritable pouvoir, non pas apporter une certitude, mais maintenir ouverte la possibilité d'un monde plus vaste que nos certitudes. Les cartes d'un monde qui ne devrait pas exister nous entraînent ainsi vers une énigme plus profonde encore. Car si certaines connaissances anciennes ont survécu par fragments, combien d'autres ont été englouties à jamais? Les océans, en particulier, sont les gardiens de ces secrets. Dans leur profondeur, des continents entiers auraient pu disparaître avec leurs villes, leurs ports, leurs archives. L'eau, plus impitoyable encore que le temps, est le tombeau ultime de la mémoire. C'est donc vers ces océans que nous devons tourner le regard, car au-delà des cartes, il existe peut-être des cités englouties, des structures invisibles depuis la surface, mais qui pourraient un jour confirmer ce que les cartes n'ont fait qu'esquisser. L'eau recouvre la majorité de notre planète, étendant son manteau bleu sur des étendues qui semblent infinies. Elle respire à travers ses marées, s'agite sous le souffle des tempêtes, se replie et se déploie au rythme des ères géologiques. L'océan est un miroir qui reflète le ciel, mais c'est aussi un abîme, un gouffre qui dérobe à jamais les traces des mondes disparus. Dans son silence, il conserve ce que la terre ferme ne pouvait garder. Il avale les cités, il dissout les pierres, il brise les mémoires. Si des civilisations ont existé avant la nôtre, il est probable que leurs témoins dorment aujourd'hui sous les flots, effacés à la vue des hommes, protégés par des kilomètres de profondeur.
Partout sur les rivages, des légendes parlent de terres englouties. Elles surgissent en Grèce avec l'Atlantide, en Inde avec Dwarka, au Japon avec les structures de Yonaguni. Elles résonnent dans les mythes celtes qui évoquent Lyonès ou encore dans les traditions du Pacifique qui murmurent l'histoire du continent de Mu. Chaque fois le même motif, une terre prospère balayée par la mer, perdue dans un cataclysme qui dépasse l'entendement. Ces récits ne sont pas isolés. Ils se répètent comme un écho universel, inscrit dans la mémoire collective de peuples très éloignés les uns des autres. À l'ouest de l'Inde, sont situés Borparanta, la cité engloutie de Dwarka occupe une place particulière. Longtemps considérée comme purement mythologique, elle a pourtant révélé, au fond de la mer d'Arabie, des structures d'eau qui évoquent des murs, des rues, des temples. Découverte par hasard lors d'explorations maritimes, elles semblent indiquer qu'une ville aujourd'hui submergée a bien existé là où les anciens textes l'avaient décrite. Si ces ruines sont confirmées, elles bouleverseraient nos certitudes sur l'ancienneté des civilisations de la région. Elles rappelleraient que la frontière entre mythe et mémoire n'est pas toujours aussi nette qu'on le croit. Au Japon, au large de Yonaguni, repose une autre énigme. Sous les eaux claires, des structures massives de pierre dessinent des terrasses, des escaliers, des plateformes. Les lignes droites et les angles droits évoquent une construction humaine, et pourtant certains géologues y voient l'œuvre de l'érosion naturelle. La question demeure ouverte. Mais qu'elles soient dans le fruit de la main de l'homme ou d'un hasard géologique, ces formations alimentent le sentiment troublant que les océans recèlent bien plus que ce que nous connaissons. En Méditerranée, au large de Malte, on a retrouvé sous la mer des alignements de pierres, comme les traces effacées d'anciennes structures. Les îles elles-mêmes sont parsemées de temples mégalithiques, dont certains paraissent plus anciens que les grandes pyramides d'Égypte. Il est donc tentant de penser qu'une partie de ce monde sacré s'est perdue dans les flots, engloutie lors de la montée des eaux qui suivit la dernière glaciation. De même, au large de Cuba, des explorations ont révélé ce qui semble être un ensemble de structures géométriques, reposant à des profondeurs impressionnantes. Les images sonars évoquent des pyramides, des routes, des places. Si elles sont authentiques, ces ruines appartiendraient à un passé si lointain qu'il défierait l'histoire telle que nous la concevons. Car l'océan n'est pas un simple réceptacle. Il est aussi le grand artisan de l'oubli. Ses courants déplacent, ses vagues brisent, ses sables recouvrent. Les ruines qui y sombrent sont rapidement dissoutes, colonisées par les coraux, transformées en récifs. Les archives que la Terre peut préserver pendant des millénaires sont effacées par les eaux en quelques siècles. C'est pourquoi les fonds marins, malgré leur immensité, semblent si pauvres en traces humaines. Et pourtant, nous savons que les rivages d'autrefois étaient différents, que les mers ont monté, engloutissant d'immenses portions de continents. Il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire, le niveau des océans est monté de plus de 100 mètres. D'innombrables plaines, vallées et deltas ont été submergées, transformant les paysages de manière radicale. Les zones les plus favorables à l'installation humaine, côtes fertiles, estuaires riches, plaines littorales, furent précisément celles qui disparurent sous les flots. Si des sociétés complexes existaient alors, elles auraient vu leurs cités avalées par la mer et leur mémoire dissoute dans le sel. Cela change notre perspective. Lorsque nous fouillons la terre ferme à la recherche des origines, nous ne sondons qu'une fraction réduite de ce qui a pu exister. Le véritable théâtre des civilisations anciennes pourrait bien se trouver sous les océans, invisibles et inaccessibles. Ce que nous appelons les débans de l'histoire pourrait n'être que ce qui a survécu, sur les hauteurs, après la grande montée des eaux. Les océans, dans leur immensité, ne se contentent pas d'effacer. Ils gardent aussi des indices. Dans certaines zones, des cités englouties attendent peut-être encore d'être redécouvertes. Les technologies modernes, comme le sonar ou l'imagerie sous-marine, commencent à lever un coin du voile. Chaque découverte alimente le doute. Combien de sites attendent encore, enfouis dans les profondeurs? Combien de mémoires effacées, sommeillant sous les vagues, hors de notre portée? Mais les océans sont aussi des tombeaux symboliques. Ils incarnent l'idée de l'oubli irréversible. Le monde englouti n'est pas seulement une perte matérielle, il est aussi une perte de sens. Une cité effacée par les eaux ne disparaît pas seulement physiquement, elle est aussi effacée des récits, des traditions, des lignages. Elle devient un fantôme, un nom murmuré, une rumeur. Et peut-être est-ce pour cela que tant de peuples ont parlé de terre perdue.
parce qu'au fond d'eux, ils pressentaient au-delà que leurs ancêtres avaient vu disparaître des mondes entiers. Ainsi, les océans ne sont pas seulement les gardiens des ruines, ils sont aussi les gardiens des mythes. Ils nourrissent les légendes d'Atlantide, de Mu, de continents engloutis. Ils rappellent aux hommes que rien n'est éternel, que la mer peut reprendre ce qu'elle a donné. Ils sont à la fois la mémoire et l'oubli, la présence et l'absence. Et dans ce contraste, une question demeure. Si les océans sont les tombeaux de civilisations disparues, quelles traces pourraient-ils conserver de nous dans des milliers ou des millions d'années ? Nos villes côtières, nos ports immenses, nos réseaux maritimes, tout cela pourrait un jour être englouti à son tour, rejoignant les mémoires invisibles du passé. Peut-être que nos descendants, ou d'autres êtres, découvriront un jour les ruines de New York ou de Tokyo comme nous découvrons celles de Yonaguni, et se demanderont qui en fut l'architecte. Les océans, dans leur silence, nous rappellent notre fragilité. Ils nous disent que le monde que nous connaissons est provisoire, que les rivages sont des lignes mouvantes, que la mémoire peut se dissoudre dans une marée. Mais ce silence n'est pas absolu. Parfois, des indices remontant à la surface, portés par les légendes, révélés par les découvertes fortuites. Ces indices entretiennent le doute, éveillent en Craig la curiosité, nourrissent en Claire la question. Sommes-nous vraiment les premiers à avoir bâti des civilisations sur cette terre ? À travers ces océans tombeaux, un pont se tend vers une autre dimension de l'oubli, le temps lui-même. Car si les mers ont avalé les rivages, le temps, plus impitoyable encore, a effacé des ères entières, des millions d'années de mémoire. Pour comprendre à quel point notre histoire n'est qu'un fragment, il faut plonger dans l'abîme du temps géologique, là où même la pierre peine à retenir les souvenirs. Il est facile de croire que l'histoire humaine se déploie comme une ligne claire, déroulée depuis les premiers villages jusqu'aux cités modernes. Pourtant, cette ligne est une illusion. Elle n'est qu'une fragile écorce tracée sur un gouffre insondable. Sous nos pieds, les couches géologiques racontent une toute autre histoire, celle d'un temps qui engloutit presque tout, qui réduit les civilisations à l'état de poussière et qui conserve à peine quelques éclats dans la pierre. Le passé de la Terre ne se mesure pas en siècles ni même en millénaires, mais en millions d'années. Dans cet abîme, la mémoire humaine se dissout comme une étincelle dans la nuit. Le temps effacé est peut-être la plus grande énigme que nous affrontons. Les fossiles que nous retrouvons sont rares, infiniment rares. La majorité des espèces qui ont vécu n'ont laissé aucune trace. Leurs corps, leurs os, leurs empreintes se sont dissous avant même d'avoir pu s'inscrire dans la roche. Et quand bien même quelques vestiges subsistent, ils sont dispersés, brisés, incomplets. Ainsi, ce que nous savons du passé de la vie sur Terre repose sur une infime fraction, une archive mutilée par le hasard. Que dire alors des civilisations ? Si même les os et les dents peinent à traverser les millions d'années, comment croire que des cités, des outils, des bibliothèques puissent en survivre ? Ce que le temps efface, il ne le rend presque jamais. Chaque pluie, chaque vent, chaque tremblement de terre détruit un peu plus. Les montagnes s'érodent, les plaines s'enfouissent, les mers avancent et reculent. Tout ce qui s'élève finit par retomber. Une ville brillante, même construite en pierre, n'est qu'un instant. En quelques milliers d'années, elle peut disparaître sous les sables, se dissoudre dans les marécages, ou être engloutie par une coulée de lave. En 1 million d'années, il n'en resterait presque rien. En 100 millions, plus rien du tout. Le paradoxe est vertigineux. Plus le temps passe, plus les chances de retrouver un vestige ancien s'effondrent, et plus une civilisation serait éloignée de nous, moins nous aurions de moyens de la découvrir. L'absence de preuves ne prouve pas l'absence. Elle n'est que la conséquence logique du gouffre temporel. Ce silence du passé n'est pas vide, mais saturé de ce qui a été détruit. Dans les archives de la Terre, certains âges sont littéralement perdus. Des millions d'années entières ont disparu, effacées par l'érosion, broyées tel repas par les mouvements des plaques fondues par le magma. Les géologues parlent qu'on sait de lacunes stratigraphiques, des chapitres manquants dans le livre des pierres, des ères entières dont nous ne possédons plus qu'un écho indirect. Ce qui a pu exister pendant ces temps effacés, nous ne le saurons jamais avec certitude. C'est là que s'insinue le doute. Peut-être que des mondes ont fleuri, puis se sont éteints sans laisser d'autres traces que des anomalies trop subtiles pour être comprises. Les mythes humains, étrangement, semblent avoir pressenti ce gouffre. Dans de nombreuses cultures, on parle de cycles d'âges successifs, de civilisations détruites et remplacées. Les Indiens védiques évoquent dans Khan des yugas, des ères immenses s'étendant sur des millions d'années. Les Grecs racontaient pour les âges de l'or, de l'argent, du bronze et du fer, chaque cycle s'achevant dans une catastrophe.
Les peuples mésoaméricains disaient vivre dans le cinquième soleil, après la disparition de 4 mondes précédents. Tous décrivaient alors le temps comme une succession de créations et d'anéantissements, et non comme une simple ligne ascendante. Peut-être pressentait-il que l'histoire n'est pas continue, mais ponctuée de pertes irréversibles. Il est possible que ces récits aient été inspirés par des souvenirs d'événements réels, inondations cataclysmiques, éruptions volcaniques, chutes de météores. Chaque catastrophe efface des pans entiers de mémoire. Chaque renaissance s'imagine comme un commencement, alors qu'elle n'est qu'une reprise, un redémarrage. Dans cette perspective, notre propre civilisation ne serait pas la première, mais simplement la dernière d'une série. Les rares traces qui survivent au temps prennent souvent la forme d'anomalies. Des concentrations étranges de métaux dans des couches géologiques, des dépôts de cendres qui suggèrent dans des feux immenses, des fossiles brûlés ou brisés d'une manière qui défie l'explication naturelle. Ces détails ne prouvent le rien, mais ils entretiennent le doute. Ils sont comme des murmures venus d'un passé effacé, des énigmes que nous ne savons pas encore déchiffrer. Ce doute devient plus lourd encore lorsque nous considérons notre propre avenir. Imaginons que l'humanité disparaisse aujourd'hui. Dans 10 000 ans, nos villes seraient déjà méconnaissables. Dans 1 million d'années, la plupart des traces auraient disparu. Dans 100 millions d'années, il ne resterait rien de tangible. Tout ce que nous croyons éternel, nos monuments, nos archives, nos technologies, serait réduit à quelques signatures chimiques, à des couches de sédiments anormaux, à des isotopes étranges. Rien qui puisse raconter notre histoire dans sa complexité. Alors comment pouvons-nous être certains que d'autres mondes n'ont pas été effacés avant nous ? La question du temps effacé est aussi une leçon d'humilité. Elle nous rappelle que nous vivons dans un interstice fragile, une parenthèse où la mémoire est encore accessible. Nous croyons connaître le passé, mais nous n'en voyons qu'un éclat minuscule. Le reste dort dans les abysses de la durée, écrasé, dissous, effacé. C'est peut-être là que résident les véritables énigmes, non pas dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous ne verrons jamais. Mais ce gouffre de silence n'est pas totalement stérile. Dans l'absence laissée par le temps, une autre mémoire tente de s'imposer, celle des récits, des mythes, des traditions. Là où la pierre se tait, la parole subsiste. Elle transmet des souvenirs transformés en légendes, des mémoires devenues poésie. Ces récits, même déformés, pourraient être les ultimes témoins des mondes perdus. Car si le temps efface les pierres, il ne parvient pas toujours à effacer les histoires que les hommes se racontent pour survivre. Ainsi, après avoir contemplé l'abîme du temps géologique, nous devons maintenant écouter les chuchotements des mythes. Car c'est peut-être là, dans ces récits qui semblent irréels, que se cachent les fragments de vérité qu'aucune pierre n'a su préserver. Quand la pierre se tait et que les océans recouvrent la mémoire, il reste la voix humaine, fragile et persistante. Les mythes, souvent perçus comme des récits imaginaires, sont peut-être davantage que des fables destinées à expliquer le monde. Ils pourraient être des fragments de souvenirs, transmis de génération en génération, déformés par le temps mais porteurs d'une vérité ancienne. Ces récits, à la frontière entre mémoire et invention, constituent une autre archive, intangible mais puissante, qui traverse les âges comme une lueur vacillante dans l'obscurité. Les mythes ne naissent pas dans le vide. Ils émergent d'expériences, de catastrophes vécues, de transformations réelles de la nature. Un peuple qui voit sa terre disparaître sous les eaux, qui subit un tremblement de terre ou un incendie colossal, en garde la mémoire à travers des récits fondateurs. Mais au fil des siècles, ces récits s'éloignent du témoignage brut et deviennent des symboles. Ils se parlent de dieux, de héros, de créatures fabuleuses. Pourtant, derrière cette parure imaginaire, il peut subsister un noyau de vérité. Prenons l'exemple de l'Atlantide, évoqué par Platon. Décrite comme une civilisation avancée, orgueilleuse, détruite en une nuit par les flots, elle a nourri d'innombrables spéculations. Les sceptiques y voient une allégorie philosophique, une métaphore du danger de l'excès. Mais d'autres perçoivent dans ce récit l'écho d'une mémoire plus ancienne, peut-être transmise à travers les siècles par des traditions orales, car l'idée d'une terre engloutie par la mer ne se limite pas à la Grèce antique. Elle apparaît dans de nombreuses pans de culture, sous des noms différents, mais toujours avec la même structure, un monde prospère, effacé par une catastrophe aquatique. En Inde, les textes védiques et les épopées, comme le Mahabharata ou le Ramayana, contiennent des références troublantes à des cités resplendissantes, à des guerres cataclysmiques, à des machines célestes. Les yugas, ces âges immenses qui s'enchaînent, décrivent un cycle où l'humanité s'élève puis s'effondre encore et encore.
Pour beaucoup, ce ne sont que des mythes cosmiques, symboliques. Mais certains se demandent, et si ces récits contenaient la mémoire lointaine de civilisations effacées, dont les traces matérielles ont disparu mais dont les histoires ont survécu sous forme de poèmes et de chants. En Amérique centrale, les Mayas et les Aztèques racontaient que le monde avait connu plusieurs soleils, chacun correspondant à une humanité détruite par un cataclysme, le feu, l'eau, le vent. Nous vivrions aujourd'hui sous le 5e soleil, destiné lui aussi à disparaître. Là encore, l'image est symbolique, mais l'universalité de ces récits interroge. Pourquoi tant de cultures, si éloignées, évoquent-elles la succession de mondes effacés, la perte de civilisations entières? Peut-être est-ce une manière d'intégrer les traumatismes collectifs, ou peut-être est-ce le souvenir diffus de catastrophes bien réelles. Les mythes de l'océan Pacifique ajoutent une autre dimension. Les habitants des îles parlent de continents disparus, engloutis par la mer. Lemuria, des noms donnés par les chercheurs modernes, mais qui trouvent des échos dans les récits locaux. Des terres entières, habitées par des peuples anciens, auraient été balayées, ne laissant derrière elles que des archipels dispersés. La science contemporaine explique ces histoires par la montée des eaux, après la dernière glaciation. Mais la force de ces récits réside dans leur persistance. Ils traversent les générations, rappelant à chacun que la mer peut reprendre ce qu'elle avait offert. Même en Europe du Nord, les légendes parlent de terres perdues. Les Celtes racontaient l'histoire de Lyonesse, un royaume englouti par l'océan, dont seules les cloches résonneraient encore sous les vagues. Dans la mer du Nord, les traditions évoquent Doggerland, une vaste plaine fertile aujourd'hui submergée. Ce cas est particulièrement révélateur, car la science a confirmé son existence. Il s'agissait bien d'une terre habitée, noyée par la montée des eaux il y a environ 8000 ans. Ici, le mythe rejoint l'archéologie et montre que les légendes peuvent être les échos fidèles de réalités oubliées. Les mythes ne se limitent plus pas aux catastrophes. Ils portent aussi des traces de savoir étranges. Certains parlent d'êtres venus des étoiles, d'enseignants divins qui auraient transmis aux hommes les bases de l'agriculture, de l'écriture, de l'astronomie. Ces figures, parfois appelées dieux, parfois héros, apparaissent dans les mythes sumériens avec les Anunnaki, en Amérique du Sud avec Viracocha, ou encore en Égypte avec Osiris. Chaque fois, ils viennent d'ailleurs, apportent un savoir, puis disparaissent. Faut-il les comprendre comme des métaphores ou comme le souvenir altéré de peuples plus anciens, porteurs d'une connaissance disparue? Ce qui est frappant, c'est la récurrence de ces motifs à travers le monde. Des continents différents, des cultures séparées par des océans, mais des récits qui se ressemblent étrangement. Des mondes détruits par l'eau ou le feu, des cycles successifs de civilisation, des visiteurs porteurs de savoir. Ces thèmes universels suggèrent ainsi qu'ils s'enracinent dans une mémoire commune, profonde, qui précède la fragmentation des peuples. Il est possible que cette mémoire se soit formée à partir d'événements réels, transmis puis transformés. Une inondation locale devient un déluge universel. Un peuple disparu devient un monde englouti. Un maître venu d'une région lointaine devient un dieu descendu du ciel. Le temps, en étirant les récits, les transforme en mythes, mais le noyau initial demeure. Les archéologues et historiens hésitent souvent à utiliser les mythes comme source. Pourtant, ils peuvent servir de cartes fragiles, de guides imparfaits vers des réalités enfouies. L'histoire du déluge en est un exemple. On la retrouve chez les Sumériens avec l'épopée de Gilgamesh, dans la Bible avec Noé, dans le Coran chez les peuples d'Asie, d'Amérique, d'Afrique. Partout une même histoire, une grande inondation, des survivants, une humanité renouvelée. Aujourd'hui, certains scientifiques y voient enfin le souvenir de la montée des eaux à la fin de l'âge glaciaire, un événement planétaire qui aurait marqué les mémoires collectives et nourri des récits de millénaires. Les mythes comme fragments d'histoire sont donc des portes entr'ouvertes. Ils ne livrent pas de preuves tangibles, mais ils orientent le regard. Ils suggèrent que derrière l'imaginaire, il y a peut-être une vérité enfouie. Chaque récit est comme une étoile dans la nuit. Pris isolément, il éclaire peu. Mais ensemble, ils dessinent des constellations, des motifs récurrents qui interrogent notre conception de l'histoire. Si nous acceptons cette idée, alors nous devons lire les mythes non pas comme des fables, mais comme des archives poétiques. Ils nous racontent ce que les pierres et les océans ont effacé.
Ils témoignent de mondes perdus, de catastrophes oubliées, de savoirs disparus. Et peut-être que, dans ces récits, se trouve la clé pour comprendre l'hypothèse vertigineuse. Nous ne sommes pas les premiers à avoir bâti une civilisation sur cette terre. De cette écoute naît une transition naturelle, car si les mythes gardent en la mémoire des mondes engloutis, ils évoquent aussi, à travers leurs divinités et leurs héros, des présences plus anciennes encore, des figures qui se dressent comme les gardiens d'un passé invisible. Ce sont les dieux venus d'avant, porteurs de mystères qui dépassent la simple mémoire humaine. Dans les récits anciens, il existe une présence récurrente et troublante. Des figures venues d'ailleurs surgissant dans la mémoire des peuples pour transmettre un savoir, apporter des lois, guider l'humanité naissante. Ils ne sont ni tout à fait hommes ni tout à fait divins, mais quelque chose d'entre les deux, des intermédiaires entre la terre et le ciel. On les appelle dieux, héros civilisateurs, ancêtres mythiques. Et dans leurs gestes, dans leurs paroles, se glisse l'idée qu'ils ne sont pas apparus avec nous, mais qu'ils appartiennent à un temps antérieur, à une mémoire plus ancienne que la nôtre. Chez les Sumériens, ces figures prennent le nom d'Anunnaki. Ils sont décrits comme des êtres puissants, descendus du ciel pour régner et enseigner aux hommes. Les récits mésopotamiens racontent trop comment Ra aurait donné à l'humanité l'agriculture, l'écriture, l'organisation sociale. Ces dons semblent surgir soudainement, sans transition, comme si une main étrangère avait guidé les premiers pas des cités. Les temples sumériens, avec leurs ziggourats dressés vers le ciel, paraissent être des réminiscences architecturales de cette rencontre, des escaliers vers les hauteurs, des ponts symboliques vers des êtres venus d'au-delà de la mémoire humaine. En Égypte, Osiris incarne cette figure. Dieu civilisateur, il était décrit comme celui qui enseigna aux hommes l'agriculture, les lois, l'art de gouverner. Mais ce qui intrigue, c'est le caractère étranger de ce Dieu. Il ne naît pas du Nil, il vient d'ailleurs, surgissant pour instaurer un ordre nouveau. Les récits le présentent comme un être venu d'un passé oublié, dont la mission était de transmettre un savoir. Après lui, l'Égypte devint l'un des berceaux de la civilisation, comme si ses leçons avaient réveillé un potentiel enfoui. Dans les Andes, une figure semblable apparaît sous le nom de Viracocha. Décrit comme un homme à la barbe blanche, il surgit après un cataclysme qui avait détruit un monde précédent. Il enseigne aux survivants les arts, les techniques, les principes de la vie collective, avant de disparaître dans les flots du Pacifique, promettant de revenir. Ce motif, celui d'un être venu d'ailleurs, transmettant un savoir puis repartant, se retrouve dans de nombreuses cultures. Au Mexique, sans Quetzalcoatl, le serpent à plumes joue un rôle similaire. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la répétition de ces récits, mais leur universalité. Dans des continents séparés par des océans, les mêmes histoires se déplument et se déploient, des dieux venus d'avant, porteurs d'un savoir supérieur, qui apparaissent au début de l'histoire connue puis disparaissent, laissant derrière eux des traditions et des architectures dont nous ne comprenons pas toujours l'origine. Il est possible que ces récits ne soient que des métaphores. Peut-être que ces dieux ne sont que la personnification de savoirs accumulés par des générations, transformés en figures mythiques. Mais il est aussi possible qu'ils soient l'écho d'un héritage plus ancien, transmis par des survivants d'une civilisation disparue. Des hommes peut-être, mais porteurs de connaissances si avancées qu'ils furent tard perçus comme des divinités. La mémoire de ces dieux venus d'avant pourrait alors être la trace déformée de véritables rencontres entre des peuples séparés dans le temps. Des survivants d'un monde perdu auraient transmis leur savoir aux générations suivantes qui les auraient divinisés. Le passage d'une ère à l'autre aurait ainsi été marqué non par une invention soudaine, mais par une transmission. Ces figures apparaissent aussi dans les récits bibliques. Les fils de Dieu, qui s'unirent aux filles des hommes, donnant naissance à une race de géants, évoquent eux aussi une intrusion étrangère dans l'histoire humaine. Dans le livre d'Enoch, des veilleurs descendent d'ensemble du ciel et enseignent aux hommes des savoirs interdits, l'art du métal, de la guerre, de la cosmologie. Ces récits, rejetés hors du canon officiel, gardent pourtant la trace d'une mémoire troublante. Les mythologies nordiques contiennent également des échos similaires. Les As venus d'un autre monde apportent leur culture et leurs lois. Leur origine étrangère, leur rôle civilisateur, leur disparition dans le fracas du Ragnarök, tout cela participe du même motif universel. Ce qui se dessine à travers ces récits, c'est l'image d'un monde antérieur dont la mémoire a été effacée, mais dont les fragments subsistent sous forme de dieux. Ces êtres, qu'ils soient mythiques ou réels, sont les médiateurs entre un passé oublié et notre présent.
Ils incarnent l'idée que nous ne sommes pas les premiers, que d'autres ont marché avant nous et ont laissé des traces dans la mémoire humaine. On peut voir dans cette universalité le simple reflet des besoins humains. Chaque société a besoin de figures fondatrices, de héros civilisateurs, mais on peut aussi y lire une constante plus troublante, un souvenir partagé, une mémoire commune d'être venu d'un autre temps. Peut-être n'étaient-ils pas des dieux au sens où nous l'entendons, mais les derniers porteurs d'une civilisation effacée, dont les savoirs dépassaient de loin ceux des peuples émergents. Ce qui renforce ce doute, ce sont les monuments laissés derrière eux, les pyramides d'Égypte, les temples de Sumer, les cités andines, tous ces ouvrages paraissent surgir soudainement, avec une maîtrise qui semble disproportionnée pour une première tentative, comme si les bâtisseurs avaient hérité de plans, de méthodes, d'une tradition plus ancienne. Les dieux venus d'avant ne seraient alors pas seulement des récits, mais les passeurs d'un savoir dont les pierres portent encore la trace. Mais si ces dieux étaient domptés les héritiers d'un monde plus ancien, qu'est-il advenu de leur civilisation? Pourquoi n'en reste-t-il que des mythes et quelques pierres? Peut-être parce que le temps et les catastrophes ont effacé presque tout. Peut-être aussi parce que ce savoir était jugé trop précieux, trop dangereux pour être transmis intégralement. Les dieux venus d'avant auraient alors choisi de semer seulement des fragments, des germes destinés à refleurir dans un autre âge. Ces fragments, nous les retrouvons aujourd'hui sous forme de mythes, mais aussi sous forme d'anomalies. Des objets, des techniques, des architectures qui semblent anachroniques, comme si elles appartenaient à une autre époque. Ensemble, ils composent une mosaïque troublante, un tableau fragmentaire d'un savoir qui ne devrait pas exister. C'est vers ces énigmes que nous allons maintenant nous tourner. Car si les dieux venus d'avant ont transmis des savoirs, certains vestiges matériels semblent confirmer l'existence d'une technologie disparue, d'une science oubliée. Et ces traces, bien que ténues, défient encore notre compréhension. Depuis longtemps, l'imagination humaine se heurte à une énigme. Et si les civilisations disparues avaient possédé des technologies que nous croyons modernes, mais qu'elles auraient en perdu dans l'abîme du temps? Non pas des machines au sens industriel, mais des savoirs, des techniques, des arts d'ingénierie qui dépassaient largement ce que nous leur attribuons. Si les dieux venus d'avant sont les passeurs de mémoire, peut-être que ce qu'ils ont laissé derrière eux n'était pas seulement une parole, mais aussi des outils, des objets, des traces matérielles. Ces fragments nous apparaissent aujourd'hui comme des anomalies, souvent rejetées par l'archéologie, mais qui persistent à troubler. Dans l'Égypte ancienne, certains blocs des pyramides et des temples semblent avoir été découpés et ajustés avec une précision qui évoque des procédés de taille avancée. Les rainures droites, les surfaces polies, la symétrie parfaite rappellent des outils dont nous n'avons trouvé aucune trace. Était-ce simplement l'aboutissement d'une patience infinie, ou bien le signe d'une technique perdue, un savoir-faire transmis par des générations puis effacé? La pierre, dans son silence, refuse de répondre. Un autre mystère résonne à travers le temps, la fameuse pile de Bagdad. Découverte en Irak, elle ressemble à un petit récipient de terre cuite contenant un cylindre de cuivre et une tige de fer. Certains chercheurs y voient un dispositif capable de produire une faible charge électrique. Était-ce un simple récipient de stockage ou bien la trace d'une connaissance électrique oubliée? Nous ne le savons pas. Mais l'objet, par sa forme et son assemblage, continue d'intriguer, comme une énigme posée par des mains anonymes. De même, en Grèce, l'énigmatique mécanisme d'Anticythère a bouleversé notre perception de l'Antiquité. Retrouvé dans une épave au large, cet assemblage de roues dentées révèle une maîtrise incroyable de la mécanique de précision. Il servait à prédire les mouvements des astres, à calculer des cycles complexes. Longtemps, on a cru qu'une telle technologie n'existait pas avant les horloges médiévales. Pourtant, elle était là, perdue dans la mer, témoin d'un savoir oublié. Si un tel objet a pu surgir puis disparaître, combien d'autres ont été effacés sans laisser de traces? Des traditions anciennes parlent aussi de machines fabuleuses. Dans les textes védiques de l'Inde, les vimanas sont décrits comme des chars célestes capables de voler. Certains en y voient des métaphores poétiques, d'autres des échos de technologies réelles, mal comprises et transformées en mythes. Dans le Ramayana, des armes aux effets terrifiants sont évoquées, comme si les auteurs gardaient en la mémoire d'outils dont la puissance dépassait l'entendement. Même si ces récits relèvent du symbolique, ils nourrissent en tout l'idée que des fragments de savoir anciens ont été transposés dans le langage mythologique. D'autres vestiges troublants existent.
Des sphères métalliques parfaitement façonnées, retrouvées dans des mines sud-africaines, intriguent les chercheurs. Officiellement, elles sont attribuées à des processus naturels, mais leur symétrie, leur rainure régulière, donnent l'impression d'un objet manufacturé. Était-ce une illusion née de la géologie ou un fragment rescapé d'un savoir perdu? Ces énigmes entretiennent le doute, nourrissent la question de technologies oubliées. Dans les Andes, certaines pierres de Puma Punku, ajustées avec une précision extrême, présentent des entailles et des rainures qui évoquent l'usage d'outils sophistiqués. Les blocs s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle, suggérant une technique de taille que nous ne savons pas reproduire avec des moyens rudimentaires. Était-ce un art empirique perfectionné au-delà de notre compréhension, ou bien l'ombre d'une technologie disparue? Ces indices, pris isolément, pourraient être des coïncidences, des illusions. Mais ensemble, ils composent un tableau troublant. Ils suggèrent sans que des peuples anciens, dont nous croyons connaître la simplicité, auraient pu manier des savoirs beaucoup plus raffinés. Non pas des industries comme les nôtres, mais des technologies adaptées à leur monde, que le temps a effacées. La possibilité d'une technologie disparue n'est pas seulement matérielle, elle est aussi conceptuelle. De nombreuses civilisations anciennes possédaient une connaissance des astres, des cycles lunaires et solaires, des mouvements planétaires, qui semblent disproportionnés par rapport à leurs moyens. Les alignements astronomiques de Stonehenge, de Chichen Itza, des temples égyptiens ou andins témoignent d'une maîtrise des cieux qui suppose des générations d'observations et de calculs. Comment ces savoirs se sont-ils constitués si rapidement? Peut-être sont-ils le fruit d'une transmission ancienne, héritée d'un monde oublié. Les sceptiques diront qu'il n'y a là que des exagérations, que les hommes ont toujours su inventer, observer, perfectionner. Mais l'hypothèse d'un savoir perdu n'a rien d'impossible. L'histoire elle-même en fournit des exemples plus récents. L'art du béton romain, par exemple, a été oublié pendant des siècles avant d'être redécouvert. Certaines techniques de navigation polynésienne, disparues avec le temps, ont dû être reconstruites par la mémoire orale. Si de tels savoirs peuvent se perdre en quelques siècles, que dire des millénaires, que dire des millions d'années? Ce qui nourrit le vertige, c'est l'idée que ces technologies disparues pourraient ne pas être des inventions isolées, mais les ultimes traces d'un monde effacé. Des civilisations dont les archives matérielles ont été détruites, mais dont quelques objets, quelques pierres, quelques mythes ont survécu. Ces fragments ne prouvent en rien, mais ils entretiennent une fissure dans nos certitudes. La question demeure, que reste-t-il réellement des mondes perdus? Peut-être seulement des anomalies chimiques dans les strates géologiques, peut-être des ruines englouties que nous n'avons pas encore découvertes, ou peut-être ces objets énigmatiques que nous regardons sans les comprendre comme des passagers d'un autre temps. Ces technologies supposées disparues sont des éclats de mémoire. Elles ne forment pas un récit complet, mais elles rappellent que le savoir n'est pas linéaire, qu'il peut naître, se perdre, renaître. Elles sont des lueurs dans l'obscurité, des signes que nous ne sommes peut-être pas les premiers à avoir contemplé le monde avec des outils, des instruments, des machines. Mais si des civilisations ont connu leur propre technologie, leur propre lumière, elles ont aussi connu leurs propres effondrements. Car ce que le temps n'efface pas, le feu et la catastrophe peuvent le réduire à néant, et souvent, derrière l'idée d'une technologie disparue, se cache celle d'une destruction d'un cataclysme qui a balayé un monde entier. C'est vers cette mémoire du feu, des bouleversements soudains, que nous allons maintenant tourner notre regard. Car dans les strates de la Terre, au-delà des objets et des pierres, subsistent parfois les traces des catastrophes qui ont englouti des civilisations entières. Lorsque l'on scrute les archives de la Terre, il arrive que l'on découvre des énigmes qui dérangent. Dans les couches profondes de roches et de sédiments, là où ne devraient apparaître que des empreintes de fougères, de coquillages ou d'os fossilisés, surgissent parfois des formes étranges, des objets qui ressemblent à des outils, des morceaux de métal aux allures manufacturées, ou encore des traces d'intervention qui ne cadrent pas avec la chronologie admise. Ces anomalies, souvent rejetées ou qualifiées d'erreurs d'interprétation, alimentent pourtant l'idée que quelque chose d'inattendu pourrait se cacher dans les profondeurs de notre passé. Elles ne constituent pas des preuves, mais elles troublent, comme des fissures dans le récit que nous croyons maîtriser. Depuis le XIXe siècle, de nombreux récits de découvertes déroutantes en circulent. Des mineurs disent avoir trouvé, dans des couches de charbon âgées de millions d'années, des objets qui ressemblent à des clous, des chaînes ou même des récipients. La plupart de ces témoignages sont contestés, certains peut-être exagérés, mais leur accumulation intrigue.
Comment expliquer la présence d'un morceau de métal travaillé dans une strate vieille de plusieurs dizaines de millions d'années? La réponse la plus simple est l'erreur. Un objet moderne glissé accidentellement dans un dépôt ancien. Pourtant, dans certains cas, la stratification semble indiquer que l'objet était bien emprisonné depuis des temps immémoriaux. Un autre mystère concerne les sphères métalliques découvertes en Afrique du Sud, connues sous le nom de sphères de Klerksdorp. Certaines présentent des rainures non régulières qui évoquent un façonnage artificiel. Officiellement, il s'agirait de formations minérales naturelles produites par des processus géologiques encore mal compris. Mais pour certains, elles sont la preuve qu'un artisanat ancien a pu exister, dans des temps que nous croyons stériles. Leur simple présence, qu'elle soit naturelle ou non, rappelle combien notre lecture des archives de la Terre reste fragile. Les fossiles eux-mêmes recèlent parfois des étrangetés. Dans certaines couches anciennes, on a retrouvé des empreintes qui ressemblent à des traces de pas humains, datées de millions d'années avant l'apparition supposée de notre espèce. La science officielle attribue ces marques à des processus naturels ou à des confusions avec des empreintes d'animaux. Mais la question demeure, pourquoi ces formes, si semblables à celles de nos pas, apparaissent-elles là où elles ne devraient pas? Peut-être ne sont-elles que des coïncidences géologiques, ou peut-être sont-elles les échos d'un passé que nous refusons encore d'imaginer. Il existe aussi des roches où l'on a découvert ce qui semble être des marques de découpe, comme si des outils avaient enfin laissé leur empreinte. Dans certains gisements, des os fossilisés portent des traces qui ressemblent à celles produites par des lames de métal. Les explications conventionnelles parlent d'érosion particulière, d'action de minéraux, mais l'idée persiste que nous pourrions voir là les signes d'une activité oubliée. Dans les musées ou les archives, on trouve parfois mention d'artefacts hors contexte. Un vase métallique incrusté dans une roche, une empreinte de marteau figée dans du charbon, ou des fragments qui semblent forgés à une époque où, selon l'histoire admise, le métal n'était pas encore maîtrisé. Ces objets gelés sont rarement exposés. Souvent, ils sont oubliés, écartés, considérés comme des curiosités sans importance. Pourtant, leur simple existence, même incertaine, interroge. Au-delà des objets, certaines anomalies prennent la forme de signatures chimiques, à des concentrations étranges de métaux rares, des isotopes anormaux dans certaines couches géologiques, des traces qui évoquent dans des combustions massives. Certains chercheurs ont avancé que, si une civilisation avait existé il y a des dizaines de millions d'années, la seule trace visible aujourd'hui serait peut-être une perturbation chimique dans les strates, une hausse soudaine du carbone, une accumulation inhabituelle de métaux. Ces anomalies existent bel et bien, mais leur origine reste floue. Phénomènes naturels, éruptions volcaniques, impact cosmique ou autre chose. Ces énigmes ne prouvent en rien de manière définitive, mais elles rappellent que l'histoire de la Terre n'est pas un récit clair et linéaire. C'est une archive incomplète, pleine de trous et de mystères. Si des civilisations avaient existé bien avant nous, leurs traces matérielles auraient probablement disparu. Seuls resteraient quelques éclats, quelques anomalies, trop fragmentaires pour convaincre, mais suffisants pour troubler. L'hypothèse d'un passé plus riche, effacé par le temps, se nourrit de ces anomalies. Les fossiles inhabituels, les métaux impossibles, les artefacts hors contexte sont des lueurs dans l'obscurité. Peut-être ne sont-ils que des illusions, des coïncidences, des erreurs d'interprétation. Mais peut-être sont-ils les fragments ténus d'un monde effacé, qui revient hanter notre mémoire collective sous la forme d'objets que nous ne comprenons pas. Ce qui est certain, c'est que ces anomalies nous poussent à reconsidérer nos certitudes. Elles nous rappellent que nous ne voyons qu'une petite partie de la réalité, que le temps efface plus qu'il ne conserve. Elles ouvrent une brèche dans notre conception de l'histoire, une brèche où le doute peut s'installer. Et ce doute nous mène naturellement vers une autre question, plus sombre encore. Si des civilisations ont existé avant nous, qu'est-ce qui a provoqué leur disparition? Car derrière chaque anomalie, derrière chaque trace fugitive, se cache peut-être une catastrophe, un effondrement, un feu qui a tout consumé. Le passé n'est pas seulement un lieu de mystère, il est aussi un champ de ruines. C'est vers ce champ que nous devons maintenant tourner notre regard, vers la mémoire du feu et des cataclysmes qui, encore et encore, ont brisé le cours des mondes. À travers les couches de la Terre, on lit parfois le récit de violences qui dépassent l'imagination. Des lignes noires de cendres, des strates de céramique naturelle formées par une chaleur extrême, des vides soudains dans la continuité des fossiles, tout cela raconte l'histoire de feux colossaux et de cataclysmes brutaux.
La Terre n'a jamais été douce avec ses habitants. Elle les a accueillis, nourris, puis à intervalles réguliers, balayés dans des convulsions cosmiques ou telluriques. L'histoire de la vie est ponctuée de catastrophes, et peut-être que l'histoire des civilisations, qu'elles soient reconnues ou hypothétiques, l'est aussi. Les grandes extinctions en sont la preuve la plus évidente. Il y a 65 millions d'années, une fine couche d'iridium marqua la fin des dinosaures, témoignage de l'impact d'un astéroïde. Mais cette catastrophe n'était pas unique. Bien avant elle, d'autres effondrements eurent lieu. Des éruptions volcaniques immenses, des changements climatiques abrupts, des déluges de feu et de glace. Chaque fois, la vie fut réduite à néant avant de renaître, transformée. Chaque fois, un monde s'achevait pour céder la place à un autre. Et dans ces effondrements, si une civilisation avait existé, elle aurait disparu sans laisser autre chose que des cendres invisibles. Les mythes, encore une fois, semblent garder le souvenir de ces destructions. Le feu, en particulier, est un thème récurrent. Dans la mythologie grecque, Phaéton, fils du soleil, perd le contrôle du char de son père et embrase la terre entière, avant d'être foudroyé pour arrêter l'incendie. Dans les récits védiques, des armes divines aux éclats incandescents ravagent des cités entières, transformant le sol en verre. Chez les peuples nordiques, le Ragnarök se conclut par un monde entier consumé par les flammes. Ces récits, bien qu'habillés de symboles, traduisent en peut-être une mémoire ancienne, celle d'événements où le feu a marqué profondément la surface du globe. Les archéologues retrouvent parfois des indices qui semblent confirmer cette mémoire. Dans certaines régions, des sols vitrifiés apparaissent, des pierres fondues, comme si elles avaient été exposées à une chaleur extrême. On en trouve en Écosse sur des fortifications anciennes. Certains avancent qu'il s'agirait de techniques de construction, d'autres y voient le signe d'incendies colossaux. Mais la température nécessaire pour produire une telle vitrification dépasse de loin ce que des foyers primitifs auraient pu générer. Ce mystère demeure et nourrit l'idée d'événements que nous ne comprenons pas encore. Il existe aussi des déserts où le sable a été transformé en verre. La trinitite, résidu connu depuis les explosions atomiques modernes, possède son équivalent ancien dans certains lieux reculés. Dans le Sahara, on trouve des étendues de verre naturel, appelées verre libyque, formées par une chaleur fulgurante. Officiellement, ces phénomènes sont attribués à des impacts de météorites. Mais certains s'interrogent, et si certains de ces vitrages étaient les vestiges d'autres forces, peut-être même d'anciens désastres technologiques. L'hypothèse demeure spéculative, mais le doute persiste. Les récits du déluge, si fréquents à travers le monde, pourraient également s'inscrire dans ce cycle des cataclysmes. L'eau succède souvent au feu. Après l'incendie viennent les vagues, les torrents, la submersion. L'universalité de ces récits d'inondations massives, où seules quelques familles survivent pour repeupler le monde, évoque un souvenir commun d'événements réels. La fin de la dernière glaciation, avec la montée brutale des mers, a pu inspirer ces récits. Mais leur récurrence, partout et toujours, suggère quelque chose de plus profond, la conscience universelle que le monde peut être détruit en un instant. Il est possible que des civilisations entières aient été balayées par ces bouleversements. Si elles existaient, elles n'auraient pas résisté à la violence des volcans, des séismes, des raz-de-marée. Leurs villes auraient été réduites en ruines, leurs bibliothèques consumées, leurs mémoires emportées par le vent et l'eau. La terre, indifférente, aurait recouvert leurs traces, puis recommencé son cycle. Pour nous, il ne resterait que des anomalies, des couches de cendres, des vitres minérales perdues dans les déserts. Ce qui rend cette hypothèse encore plus troublante, c'est notre propre vulnérabilité. Les civilisations modernes se croient solides, mais elles reposent sur une stabilité précaire. Un seul événement cosmique, une seule éruption d'ampleur planétaire, suffirait à effacer la plupart de nos infrastructures. Dans quelques milliers d'années, il ne resterait peut-être que des strates étranges de plastique fossilisé, des traces d'uranium, des résidus chimiques. Rien qui ne raconte notre histoire dans toute sa complexité. Rien qui ne permette à un futur observateur de comprendre que nous avions Internet, des villes lumineuses, des avions, des satellites. De la même manière, si d'autres civilisations ont existé avant nous, elles ont pu être effacées, au point de devenir invisibles. Les cataclysmes sont aussi des seuils. Ils détruisent, mais ils ouvrent la voie à autre chose. Après l'incendie et l'inondation, le monde renaît, transformé. Les mythes le disent à leur manière. Après le Ragnarök, un nouveau monde émerge des eaux. Après le déluge, l'humanité repart de zéro. Après l'âge du feu, vient l'âge de la régénération.
Ces récits y traduisent de peut-être une réalité cyclique. L'histoire de la Terre n'est pas une ligne, mais une succession de renaissances. Dans chacune, quelque chose se perd à jamais et quelque chose renaît. Les traces de feu et de cataclysme que nous retrouvons sont donc peut-être les empreintes laissées par ces seuils. Elles sont les cicatrices de mondes détruits, les indices que nous ne sommes pas les premiers à vivre sous la menace de l'oubli. Elles nous rappellent que nous sommes fragiles et que notre mémoire est précaire. Si ces catastrophes ont englouti des civilisations, elles n'ont pas tout effacé. Quelque chose subsiste toujours, des légendes, des pierres, des anomalies. Et parfois, au-delà du désastre, une autre mémoire persiste, celle inscrite non pas sur la terre, mais dans le ciel. Car les étoiles, témoins silencieux de notre passage, ont peut-être elles aussi gardé une trace. Les anciens, en levant les yeux, voyaient dans le ciel non seulement des dieux, mais aussi le souvenir d'âges antérieurs. Ainsi, après avoir suivi la trace du feu et du cataclysme, notre regard doit se tourner vers le ciel, car c'est là que se trouve une autre énigme, plus vaste encore, celle des murmures des étoiles et de la continuité possible entre les mondes. Il suffit de lever les yeux la nuit pour sentir le poids du mystère. Les étoiles innombrables veillent depuis toujours sur la Terre. Elles étaient là avant nous, elles resteront après nous. Les premiers hommes les contemplaient ancrés déjà, cherchant dans leur disposition des repères, des signes, une forme de mémoire. Car le ciel n'est pas seulement une voûte décorée de points lumineux. Il est une archive silencieuse, un miroir où se reflète le passage du temps et, peut-être, les souvenirs des mondes disparus. Toutes les civilisations ont scruté les étoiles. Les Sumériens dressaient leurs temples comme des escaliers vers le ciel, cherchant à aligner leurs édifices avec des constellations précises. Les Égyptiens orientèrent leurs pyramides selon les astres, plaçant l'horizon de leurs pharaons dans le chemin des étoiles immortelles. Les Mayas calculaient avec une précision troublante les cycles de Vénus, reliant ces apparitions aux destinées humaines. Les peuples andins, eux, lisaient non pas les étoiles seules, mais les vides entre elles, interprétant les formes de l'obscurité. Partout, la même intuition. Le ciel parle, le ciel murmure, et dans son murmure se trouve la mémoire d'avant. Certains récits antiques vont plus loin. Ils affirment que les savoirs fondateurs de l'humanité n'ont pas surgi de la Terre, mais des étoiles. Les Dogons du Mali, par exemple, possédaient une connaissance ancienne de l'étoile Sirius et de son compagnon invisible, bien avant que les astronomes modernes ne puissent la confirmer. Leur mythe raconte que des êtres venus de Sirius avaient retransmis aux hommes des savoirs sacrés. Était-ce une pure coïncidence, ou bien le fragment déformé d'un savoir plus ancien, transmis à travers les âges ? Ce type de récit nourrit une idée vertigineuse, celle d'une continuité entre les mondes. La théorie de la continuité ne suppose pas forcément des visiteurs venus d'ailleurs au sens littéral. Elle suggère plutôt que les civilisations passées, disparues de la surface de la Terre, auraient en trouvé dans le ciel une manière d'inscrire leur mémoire. Les alignements d'édifices, les calculs astronomiques, les cartes célestes seraient autant de messages, de traces laissées aux générations futures. Une mémoire non pas inscrite dans la pierre seule, mais dans la relation entre la pierre et l'étoile. Il existe des énigmes qui vont dans ce sens. À Teotihuacan, au Mexique, les 3 grandes pyramides semblent alignées sur la ceinture d'Orion. À Gizeh, en Égypte, les 3 pyramides reprennent le même schéma. Ces correspondances ne sont peut-être que des coïncidences, mais leur répétition interroge. Pourquoi des civilisations éloignées auraient-elles choisi les mêmes repères célestes pour ériger leurs monuments les plus sacrés ? Peut-être parce que les étoiles offraient un langage universel, un langage capable de traverser les âges. Ce langage n'est pas toujours évident à lire. Il se manifeste par des symboles, des chiffres sacrés, des orientations. Les temples de l'Inde ancienne, par exemple, reflètent dans leurs proportions des cycles astronomiques. Les bâtisseurs gravénant dans la pierre non seulement leur foi, mais aussi leur connaissance des rythmes cosmiques. En cela, les édifices deviennent des archives, des mémoires vivantes du rapport entre l'homme et le ciel. La théorie de la continuité propose que ce rapport ne soit pas le fruit du hasard. Peut-être que ces savoirs astronomiques, présents dès les premiers pas des civilisations, sont les héritages d'un monde antérieur. Un monde qui, avant de disparaître, aurait choisi les étoiles comme relais. Car le ciel, à la différence de la Terre, ne s'efface pas. Les constellations changent lentement, mais elles restent reconnaissables sur des dizaines de milliers d'années. Elles sont des points fixes dans l'océan du temps, des repères capables de guider la mémoire. Si tel est le cas, alors les mythes qui parlent d'êtres venus du ciel ne décrivent pas forcément des visiteurs étrangers, mais la transmission d'un savoir ancien par l'intermédiaire des astres.
L'humanité aurait reçu non pas des dieux tombés du firmament, mais l'héritage de civilisations passées qui avaient inscrit leur mémoire dans le langage universel des étoiles. Les anciens parlaient trop souvent de cycles, de mondes successifs. Peut-être que chaque monde, avant de disparaître, cherchait à transmettre un fragment de sa connaissance au suivant. La continuité ne serait pas matérielle, mais symbolique. Chaque civilisation renaissante recevrait quelques éclats d'un monde précédent. Un alignement astronomique, une légende, une mesure sacrée. Rien de suffisant pour reconstituer l'ensemble, mais assez pour semer un doute, pour rappeler que nous ne sommes pas les premiers. Cette hypothèse, aussi fragile soit-elle, nous oblige à considérer différemment les traditions anciennes. Peut-être ne sont-elles pas seulement des croyances, mais aussi des archives cryptées. Leurs dieux, leurs mythes, leurs temples se répandent autant de vecteurs de mémoire, destinés à préserver quelque chose de plus grand que les civilisations elles-mêmes. Et si cela est vrai, alors le ciel n'est pas seulement une voûte de contemplation, il est une bibliothèque invisible où chaque étoile est une page. Il est possible que nous soyons en train de perdre la clé de lecture de cette bibliothèque. Dans nos villes modernes, saturées de lumière artificielle, les étoiles disparaissent du regard. Nous avons détourné nos yeux du ciel pour les poser sur des écrans, mais les monuments anciens, eux, continuent de pointer vers les astres, comme des doigts levés, rappelant aux générations futures de ne pas oublier. Ce murmure des étoiles ne parle pas avec des mots. Il s'exprime par des coïncidences, des répétitions, des résonances entre des cultures séparées par des océans. Il nous invite à considérer que l'histoire humaine pourrait s'inscrire dans une trame plus vaste, une continuité qui dépasse nos chronologies. Chaque civilisation serait une étoile dans une constellation de mondes disparus, reliés aux autres par des lignes invisibles. Si cette théorie est juste, alors nous ne sommes pas un commencement, mais une étape. Nous sommes les héritiers d'un fil de mémoire qui nous dépasse. Peut-être que d'autres mondes ont existé avant nous, peut-être que d'autres existeront après nous. Les étoiles, elles, continueront de briller, portant silencieusement le souvenir de tous ceux qui les ont contemplées. Et dans ce silence du ciel, une autre question se glisse. Si les anciens ont inscrit leur mémoire dans les étoiles, pourquoi avons-nous tant de mal à la lire? Peut-être parce que nous cherchons la vérité seulement dans les pierres et les archives, alors qu'elle se cache aussi dans les récits, dans les symboles, dans le langage des mythologies. C'est là que nous devons maintenant plonger, dans la mémoire enfouie de nos mythes, là où se croisent l'imaginaire et l'histoire, et où peut-être se cachent les ultimes fragments des mondes disparus. Il existe dans les récits, qui se transmettent depuis des millénaires, une épaisseur que l'on ne mesure pas toujours. Les mythologies semblent, à première vue, appartenir au domaine du merveilleux, des dieux et des monstres, des histoires forgées pour expliquer l'inexplicable. Pourtant, lorsqu'on les observe avec une attention plus profonde, elles prennent l'allure de coffres scellés, contenant peut-être les fragments d'une mémoire plus ancienne. Chaque mythe, avec son langage symbolique et ses images fabuleuses, pourrait être l'écho déformé d'événements réels. Et si ces récits n'étaient là pas seulement des inventions poétiques, mais les vestiges d'un passé oublié, transmis de génération en génération jusqu'à se figer dans le tissu de nos cultures. Dans de nombreuses traditions, on retrouve des récits d'ensemble de mondes successifs. Les Grecs parlaient par ça de l'âge d'or, suivi de l'âge d'argent, du bronze, puis du fer. Chacun de ces âges voyait l'humanité décliner, perdant peu à peu sa proximité avec le divin. Ce cycle ressemble à une mémoire inversée, un souvenir de grandeur passée, effacé par le temps, et remplacé par un monde plus dur, plus fragile. Était-ce seulement une vision pessimiste du présent, ou bien le reflet de civilisations antérieures, perçues comme plus brillantes, disparues dans un lointain que la mémoire humaine n'arrivait plus à saisir clairement? En Inde, les textes sacrés décrivent des yugas, immenses cycles temporels où l'humanité s'élève puis s'effondre avant de renaître sous une autre forme. Dans ces récits, chaque ère est marquée par une perte progressive de sagesse et de spiritualité. Le monde actuel, dit-on, appartient au Kali Yuga, l'âge sombre, dernier stade avant un nouveau recommencement. Derrière cette vision cosmique, il est possible de percevoir une mémoire de renaissance multiple, où des civilisations auraient pu s'épanouir, puis s'éteindre, laissant aux suivantes le poids des légendes. Chez les Mayas et les Aztèques, une conception similaire domine. Ils affirmaient vivre sous le 5e soleil, précédé par 4 mondes détruits par le feu, l'eau, les tempêtes. Là encore, l'idée n'était pas celle d'une progression continue, mais d'un cycle de destruction et de renaissance.
Chaque monde effacé laisserait une trace dans les récits, un fragment de mémoire mythologique. Si nous lisons ces récits comme des archives symboliques, ils pourraient indiquer que les peuples anciens avaient conscience d'une succession de civilisations avant la leur. Les récits de déluge constituent un autre exemple frappant. Partout dans le monde, on retrouve cette histoire, une inondation immense, qui détruit presque toute l'humanité, ne laissant survivre qu'une poignée d'élus. De Noé dans la Bible à Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh, de Deucalion dans la mythologie grecque à Manu dans les récits indiens, les variations sont nombreuses mais l'essence reste la même. Est-il possible qu'un souvenir commun, celui de la montée brutale des mers à la fin de la dernière glaciation, ait été transmis de peuple en peuple, se transformant en mythe fondateur ? Ce serait alors un exemple où la mythologie conserve la mémoire d'un événement réel, bien que transfiguré par le langage symbolique. Les mythologies ne gardent pas seulement le souvenir des catastrophes, elles parlent aussi de savoirs anciens, transmis par des figures mystérieuses. Les Sumériens évoquent les Anunnaki, êtres venus d'avant, qui auraient offert aux hommes les arts de la civilisation. Les Incas parlent de Viracocha, le dieu qui enseigna aux survivants d'un cataclysme comment bâtir, semer, organiser. Les Égyptiens plaçaient Osiris dans ce rôle, venu instaurer l'agriculture et les lois. Ces récits, malgré leurs différences, convergent vers une même idée. L'humanité n'aurait pas tout inventé seule, mais aurait reçu un héritage, un legs venu d'un autre temps. Si l'on suit cette hypothèse, les mythologies seraient des réceptacles, des coffres dans lesquels ont été déposés les restes d'une mémoire trop ancienne pour être autrement conservée. Les histoires d'êtres surnaturels ne seraient pas des inventions, mais des personnifications de peuples disparus ou de survivants d'anciennes civilisations. Avec le temps, les récits se sont enveloppés de symboles, mais le noyau de mémoire persiste. Il est frappant de constater combien ces récits sont universels. Des continents éloignés, sans contact connu, partagent des thèmes identiques. Destruction par le feu ou par l'eau, cycle d'âges successifs, intervention d'êtres supérieurs porteurs de savoir. Cette universalité est peut-être la preuve que ces récits plongent leurs racines dans une expérience commune à l'humanité, une mémoire collective née de catastrophes réelles, vécues et transmises. La fonction des mythologies, dès lors, dépasse le cadre religieux. Elles deviennent des archives vivantes, en conservant sous forme de récits ce que les pierres et les objets ne pouvaient préserver, elles prolongent la mémoire des peuples au-delà du possible. Même si le langage se transforme, même si le sens s'altère, l'essence de l'événement se perpétue. Ainsi les mythes sont peut-être la dernière voie de monde disparu. Mais ces voies ne sont pas toujours claires. Elles se présentent sous la forme d'énigmes, de symboles ambigus. Pour les comprendre, il faut accepter l'idée que les mythes ne sont pas à lire littéralement, mais comme des codes. Derrière un dieu qui embrase le ciel, il pourrait y avoir le souvenir d'un impact cosmique. Derrière un déluge universel, la mémoire d'une montée des eaux. Derrière un héros venu des étoiles, le souvenir d'un survivant d'un monde effondré. Cette lecture symbolique ne retire rien à la beauté des mythes. Au contraire, elle les rend encore plus fascinants. Elle révèle qu'ils ne sont pas seulement des histoires pour expliquer le monde, mais aussi des passerelles vers un passé englouti. Chaque mythe devient une pièce d'un puzzle immense, dont l'image complète nous échappe encore. Il est alors possible d'imaginer que, sous la surface de nos récits, existe une mémoire souterraine partagée par l'humanité entière. Une mémoire qui n'appartient à aucune culture en particulier, mais qui circule entre toutes, se déformant mais ne disparaissant jamais. Une mémoire enfouie dans nos mythologies, prête à ressurgir chaque fois que nous regardons les récits anciens non plus comme des fables, mais comme des témoins. Cette perspective nous conduit à une question plus intime. Que sommes-nous pour ces mythes ? Sommes-nous les enfants d'un récit plus ancien, les héritiers involontaires d'une mémoire dont nous avons perdu la clé ? Ou bien sommes-nous simplement les inventeurs de symboles, cherchant à donner sens au chaos du monde ? La réponse se situe peut-être entre les deux. Les mythes ne sont ni entièrement inventés, ni entièrement vrais. Ils sont le lieu où l'imaginaire et la mémoire se rejoignent, où l'histoire et le rêve s'entrelacent. Et dans ce croisement, une dernière énigme se dresse. Si nos mythologies portent la trace des mondes disparus, alors nous sommes peut-être les héritiers de leur mémoire. Mais qu'allons-nous faire de cet héritage ? Sommes-nous capables de le lire, de l'interpréter, ou sommes-nous condamnés à répéter les cycles, à disparaître nous aussi dans l'oubli, ne laissant derrière nous que des mythes pour les mondes à venir ? C'est vers cette ultime question que nous devons maintenant tourner notre regard.
Après les pierres, les océans, les cataclysmes et les mythes, il reste une interrogation fondamentale. Sommes-nous les premiers ou ne sommes-nous que les héritiers d'un monde perdu dont nous avons oublié jusqu'au nom? À travers toutes ces strates de silence et de murmures, une question revient avec obstination. Et si nous n'étions pas les premiers? Et si notre civilisation actuelle n'était qu'un chapitre parmi d'autres, précédé par des mondes disparus dont il ne reste que des fragments brisés, des mythes voilés, des anomalies disséminées dans la pierre et la mémoire? L'idée nous attire autant qu'elle nous trouble, car elle ne se contente pas de bouleverser l'histoire que nous croyons connaître, elle nous oblige à nous interroger sur notre propre place, sur la fragilité de nos certitudes et sur ce que nous laisserons après nous. Lorsque nous contemplons les ruines du passé, celles de Sumer, d'Égypte, des Andes ou de l'Indus, nous les considérons comme des origines. Pourtant, elles apparaissent déjà complexes, comme si elles avaient hérité d'un savoir plus ancien. Peut-être ne sont-elles pas des commencements, mais des renaissances. Peut-être que chaque civilisation était comme une vague. Elle monte, elle se brise, elle se retire, puis une autre vague surgit, utilisant les débris laissés sur le rivage comme point de départ. L'histoire humaine ne serait alors pas une ligne, mais une succession de cycles, où chaque âge s'appuie sur les échos du précédent. Cette hypothèse trouve des appuis dans les mythes, dans les pierres, dans les océans. Mais elle demeure insaisissable, car le temps est un effaceur implacable. Tout ce que nous construisons est fragile face aux millions d'années. Les bibliothèques se consument, les métaux s'oxydent, les villes s'effondrent. Même les monuments que nous croyons éternels finissent par disparaître, rongés par l'eau, la terre, le vent. Si nous-mêmes venions à disparaître, il ne resterait de nous, dans 100 millions d'années, que des anomalies et dans la chimie des roches, peut-être un fossile ou deux, quelques traces diffuses de notre passage. Et ceux qui viendraient après nous se poseraient les mêmes questions, se demandant qui était là avant eux. Alors si nous sommes bien les héritiers d'un monde perdu, que reste-t-il de cet héritage? Peut-être simplement une mémoire diffuse transmise sous forme de mythes, peut-être quelques techniques, comme l'art de bâtir en pierre colossale, reprises par des peuples qui ne comprenaient pas tout, mais savaient non que cela devait être préservé. Peut-être aussi des récits d'êtres venus d'ailleurs, transformés en dieux et en héros, mais qui n'étaient que les derniers survivants d'un âge effacé. C'est possible aussi que nous portions cet héritage non pas dans nos monuments, mais dans notre conscience, le sentiment d'un manque, d'un vide, d'une nostalgie, de quelque chose que nous ne parvenons pas à nommer. Cette intuition qu'il y eut un avant, que l'histoire n'a pas commencé avec nous. Cette mélancolie des origines pourrait être la véritable trace de ces mondes perdus, une mémoire inscrite non pas dans la pierre, mais dans l'âme humaine. Nous pouvons refuser cette idée, la considérer comme une rêverie, mais même alors, elle conserve sa force, car elle nous rappelle que nous sommes fragiles, que nous ne sommes pas au sommet d'une progression inévitable, mais simplement à un instant dans le grand cycle du temps. Si d'autres civilisations ont existé avant nous, elles se sont effacées. Et nous, qui croyons être éternels, pourrions connaître le même sort. Nos villes brillantes, nos réseaux invisibles, nos satellites, tout cela pourrait s'effondrer et disparaître, laissant derrière nous seulement des fragments illisibles. La vraie question n'est donc peut-être pas de savoir si nous sommes les premiers, elle est de savoir si nous serons les derniers. Le cycle continuera-t-il après nous? Y aura-t-il d'autres vagues, d'autres humanités, d'autres civilisations qui se demanderont à leur tour si elles sont les héritières d'un monde oublié? En contemplant cette perspective, nous comprenons que l'oubli est inévitable. Mais l'oubli n'est pas total, quelque chose subsiste toujours. Des pierres dressées contre le ciel, des récits murmurés au coin du feu, des constellations interprétées comme des messages. Et ce qui reste n'est ça non jamais l'intégralité d'un monde, mais des éclats, des fragments. Et c'est à nous de les lire, de leur donner sens, même si ce sens restera toujours incertain. Peut-être que c'est précisément dans cette incertitude que réside notre héritage le plus profond. Non pas une vérité claire, mais une question. Non pas un savoir figé, mais une quête. Nous portons en nous cette interrogation, ce doute qui ne disparaît jamais. Sommes-nous les premiers? Et si nous ne le sommes pas, que reste-t-il de ceux qui nous ont précédés? La beauté de cette question est qu'elle nous relie à tout ce qui fut et à tout ce qui sera. Elle nous inscrit dans une continuité plus vaste que nos calendriers. Elle nous oblige à voir la Terre non pas comme un décor figé, mais comme une scène où se succèdent des actes multiples, dont nous ne connaissons qu'un fragment. Nous jouons notre rôle sans savoir combien d'autres ont déjà joué avant nous, ni combien viendront après. Sommes-nous les héritiers d'un monde perdu? Peut-être.
ou peut-être seulement les porteurs d'un pressentiment, d'une nostalgie de l'inconnu, mais dans cette possibilité, il y a une invitation à l'humilité, à la curiosité, à la vigilance, à comprendre que ce que nous appelons civilisation n'est qu'une fragile construction, et que son destin n'est pas garanti. Nous avons peut-être hérité de fragments venus d'avant. Nous laisserons peut-être à notre tour des fragments pour ceux qui viendront. Et c'est peut-être cela la véritable continuité. Un relais invisible, une transmission incomplète, un fil fragile qui traverse le gouffre du temps. Dans ce fil, il n'y a pas de certitude, seulement une résonance. Celle d'une humanité qui regarde les étoiles et se demande si elle est seule, si elle était première, si elle est dernière. Et dans ce doute, dans ce vertige, réside la mémoire la plus profonde, celle qui ne se mesure pas en pierre ni en os, mais en silence et en question. Alors, à la fin de ce voyage, il nous reste seulement cela, le sentiment que nous habitons une terre ancienne, infiniment plus ancienne que nos histoires, et que dans ces roches, ces océans et ces mythes sommeille peut-être le souvenir d'autres mondes, d'autres civilisations. Nous ne saurons sans doute jamais qui ils furent, ni ce qu'ils ont construit. Mais en nous demandant si nous en sommes les héritiers, nous continuons de faire vivre leur mémoire, aussi fragile et invisible soit-elle.